Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, une nouvelle fois en public au Club de l'Étoile. On s'apprête à voir sur grand écran pour la première fois pour beaucoup d'entre nous Piège à Hong Kong de Tsui Hark. Et on va donc à cette occasion entamer le second volet de notre double épisode consacré à la filmographie du réalisateur hongkongais, toujours en compagnie de mon auguste camarade Rafik Joumi. Salut Rafik. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Tsui Hark épisode 2 et c'est parti. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Bon Rafik, l'épisode d'avant on s'est arrêté avec The Blade. Oui. On était à une période charnière, donc le milieu des années 90 pour Tsui Hark, et on s'approche dangereusement de la rétrocession à la Chine, qui est un thème en fait qui a motivé tout le cinéma hongkongais de cette époque-là. C'était vraiment un compte à rebours, en fait. Ouais. Tous les films étaient un vrai compte à rebours. The Blade est, comme on l'a dit, un film qui donne l'impression de vouloir tout brûler derrière lui, de tout laisser en poussière. Mais Tsui Hark réalise bien qu'il va falloir qu'il reprenne les choses en main, et que la Film Workshop, le studio qu'il a monté, studio qu'il a au départ rêvé comme étant un studio de réalisateurs, ce qui, dans l'économie hongkongaise, est assez inédit. Il va falloir vraiment qu'il fasse des concessions, quoi. Dans ces années-là, évidemment, beaucoup des grands noms du cinéma de Hong Kong, la fin des années 80, ont déjà migré vers Hollywood, ouais. Mais toujours dans des configurations, on va dire, assez Z, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être admiré par Martin Scorsese ou Quentin Tarantino ne fait pas de vous un nom bankable, oui. Aux yeux des majors et des directeurs de communication des majors qui, eux, ne connaissent absolument rien au cinéma, ils s'en foutent complètement, faut dire les choses comme elles sont. Pour eux, un film d'art, c'est un film qui a eu un Oscar, c'est Miss Daisy et son Green Book, hein, si tu veux. Donc, qu'on leur dise que tel réalisateur hongkongais est très apprécié de Martin Scorsese, ça les réveille pas. Voilà. Totalement, ouais. Donc pour eux, le nom d'un John Woo ou d'un Ringo Lam, c'est d'abord le marché vidéo. Parce que ces films-là, effectivement, en Occident et aux États-Unis, marchent essentiellement sur le marché vidéo. Et pour eux, marché vidéo, plus karaté, kung-fu, je sais pas quoi, égale Van Damme. Tu vois, donc vraiment, la raison pour laquelle Van Damme a été le passage obligé des plus grands réalisateurs hongkongais, c'était ça. Bon, alors évidemment, on a fait venir à Hollywood, en gros, que des gens qui sont passés par l'école Tsui Hark. Donc on a cité donc John Woo, Ringo Lam, Jet Li, qui a bossé pour lui, Shing Xiu-tung aussi, et Yuan Yuping. Yuan Yuping, il est déjà... je ne sais pas s'il est déjà en train de bosser sur Matrix à cette époque-là, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche dangereusement, voilà. Ouais. Donc en gros... À un moment donné, on se dit bon on va aller directement négocier avec l'empereur, quoi, si tu veux. Sauf que l'empereur, il sait qu'il a des concessions à faire, mais il n'est pas non plus en état de redevenir un moins que rien. Il a une position enviable. Là, j'ai une interview qui n'a jamais été publiée, donc c'est des propos que pour l'instant... Interview de Didier Alouche. Exactement, une interview que Didier Alouche avait faite il y a des années, où Tsui Hark en parle un peu, et il dit c'est très frustrant, vous ne devriez pas avoir à supporter que l'on se mêle de votre créativité comme si vous n'aviez pas d'expérience derrière vous. Là-bas, les gens ne vous connaissent pas, c'est aussi simple que ça. Il va assez mal vivre l'expérience de Double Dragon. Il a déjà 40 ans, il est déjà très expérimenté. C'est le cinéaste du continent asiatique, quoi. C'est le parrain, quoi. Alors, parrain du cinéma hongkongais, mais ça veut dire aussi que ce sont ces films qui noient Taïwan, qui noient la Corée, etc., quoi. Donc, aller faire une pitrerie dans le sud de la France avec littéralement le chanteur des To Be Free, tu vois, c'est bon. Il l'a fait quand même parce qu'il avait besoin que la Film Workshop redémarre, mais on sent bien que le cœur n'y était pas quand on se tape un film comme Double Dragon à l'époque, en tout cas, en se disant que c'est le mec qui vient de faire The Blade. Il y a comme quelque chose qui déconne, ouais. Et puis bon, avec un producteur comme Moshe Diamant, qui est vraiment faut le dire, un peu une caricature du producteur, ça ne risquait pas d'aller loin. Néanmoins, il va quand même retenter le coup une deuxième fois, mais cette fois-ci en faisant venir la production sur son territoire, donc à Hong Kong, et donc ça va donner ce film absolument merveilleux qu'est Knock Off, qui a été donc
comme l'autre, conçu vraiment prioritairement pour le marché vidéo, sur un script de Steven de Souza qui vit encore à l'époque de sa gloire passée sur 48 heures et Piège de cristal, mais dont le dernier vrai fait de gloire était la réalisation du film Street Fighter avec Jean-Claude. Grand moment. Voilà, n'est-ce pas? Cette fois-ci, Tsuyark a les coups des franges, contrairement au tournage du précédent, mais les coups des franges ne veut pas dire qu'il va soudain, se repositionner en mode je fais The Lovers, quoi, si tu veux. Il a une vengeance à prendre, et cette vengeance, elle va se sentir littéralement dans le film. Il y a dans tout le long de sa carrière, on a eu la sensation, alors je parlerai pas forcément de racisme, mais d'une vision de l'homme occidental qui n'était pas tout à fait à son honneur, on va dire. Parfois l'impression qu'il pense que tous les Blancs sont des cochons, que ce soit dans L'Enfer des Armes ou dans Il était une fois en Chine, ils ne sont jamais sur leur meilleur jour. C'est vrai. Et le fait d'avoir été humilié, à ses yeux en tout cas, par ces cochons, fait qu'il va d'une certaine façon les humilier à son tour. Et Van Damme va vraiment devenir sa créature, quoi, sur ce film-là. C'est pas hasardeux qu'ils le mettent dans les situations les plus abracadabrantes. Tu penses à la scène des anguilles, par exemple. Mais déjà, ne serait-ce que l'ouverture. La présentation du héros en train de chanter de la pop chinoise dans sa bagnole, voilà. En plus, Van Damme, il est extrêmement fragile à l'époque. Il sort de 4 bides successifs. Il est il a des problèmes judiciaires monstrueux avec son ex-femme. D'après l'actrice du film, il passait sa nuit au téléphone avec ses avocats. Et du coup, il était complètement claqué le matin pour le tournage. Donc, rail de coke et c'est reparti. Enfin, le mec, il sait même pas ce qu'il est en train de faire, quoi. Manger la banane par les deux bouts. Voilà. Il va droit dans le mur. C'est une belle expression. Et plutôt que de l'aider, Tsuyark lui dit, tu vas droit dans le mur. Bah tiens, je vais te fouetter avec une anguille. On va voir si ça avance plus vite, quoi. Donc ça donne ces scènes complètement dingues. Avec parfois des références abscons. Moi, j'ai l'impression que le survêtement qui a été choisi pour la scène du pouce-pouce a été directement emprunté à une comédie française des années 70. On dirait Mario David dans les comédies de Louis de Funès, quoi, le look de Van Damme dans cette séquence-là. Bref. Tu as même une théorie, Rafik, disons-le, que c'est une citation que c'est littéralement du Mario David. Oui, Oscar, peut-être pas, mais parce que je suis pas sûr que dans Oscar, il ait ce survêtement-là. Mais il faudrait creuser. Il a interprété ce personnage dans plusieurs films, celui du prof de gym débile. J'ai un peu l'impression que c'était un petit peu dans les zones limbiques de Tsuyark quand il fait ce genre de séquence. Et en même temps, donc ce qui est génial avec Piège à Hong Kong, quelque part, c'est que dans le n'importe quoi, il y a comme souvent chez Tsuyark, on est obligé d'être créatif, quoi. Donc il va tout tenter n'importe quoi. Allez, je vais te faire un plan subjectif d'un pied qui rentre dans une chaussure, quoi. C'est trop génial. Donc littéralement, on voit à travers l'œil de l'orteil. Je vais faire en sorte qu'à chaque fois qu'il passe des coups de fil, ma caméra se balade dans les réseaux téléphoniques. Bon, ça ne sert strictement à rien, c'est vraiment pour se faire plaisir. Il n'y a aucun effort qui a été fait pour rendre crédible et cohérent un script qui déjà sur le papier était vraiment pas terrible. Enfin, je n'ai pas compté, mais je crois que Paul Sorvino meurt 3 fois dans le film. Vous vérifierez ce soir. Vous compterez vous-même. Voilà. Mais voilà, donc ça donne un objet de consommation courante au départ, qui est fait pour sortir en vidéo et être consommé très vite, et qui va connaître une étonnante carrière en tant que bis improbable, quoi, pour tous les amoureux de choses déviantes. Quelque part, c'est un peu triste de se dire qu'en France, les films de Tsuyark qui ont été le plus vus sont en gros, Piège à Hong Kong, Mad Mission 3, dont on a vu la bande-annonce tout à l'heure, et Double Dragon, c'est-à-dire en gros un petit peu ces pétages de plomb, quoi. Et que tous les chefs-d'œuvre restent encore l'affaire de quelques cinéphiles privilégiés. Mais bon, c'est comme ça. Le fait est que le film qui a coûté 35 millions et qu'on en rapporte 7 en salle. Après, avec la vidéo, c'est toujours une autre histoire, mais c'est pas non plus un véritable échec. Enfin, pardon, un véritable succès. Et on arrive à la rétrocession, quoi. Et donc, pour Tsuyark, il y a un enjeu majeur parce que, comme on le disait précédemment, il a toujours eu cette tentation de révolutionnaire marxiste, et en même temps, c'est un véritable empereur. C'est-à-dire, c'est quand même un représentant du capitalisme à la chinoise. C'est un parrain, quoi. Et je dis ça dans tous les sens du terme, quoi. Vraiment, c'est un type qui vit dans sa tour avec ses hommes de main, quoi. Donc, comment ce type-là va négocier avec la mainmise du gouvernement chinois, c'est assez compliqué.
Il va pas faire comme certains que je ne citerai pas, certains palmés à Cannes qui vont plonger avec délectation dans la propagande la plus délirante. Voilà, avec comment ça s'appelait ce film, c'était Hero, c'est ça, hein, voilà. Non, en fait, son premier effort va être de revenir sur ce qu'il pense être des bases de sa carrière, qui est le Zoo, en lui donnant une suite tardive, qui est donc les Legend of Zoo. Là où le film original était déjà un film complètement dans l'espace, Zoo, lui, il part dans d'autres galaxies, quoi. C'est un film qui, sur le papier, était extrêmement ambitieux en termes de vraiment, on va partir dans la fantaisie la plus dingue, la plus pure, mais qui au final, et ça arrive souvent chez Tsuyark, quand il en fait trop, va donner un film qui est plus proche des délires de Stephen Chow que de ce à quoi Tsuyark nous a habitués. Finalement, le film qui va vraiment être le plus parlant par rapport à la position dans laquelle il est en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, c'est précisément Time and Tide, donc que vous avez vu il y a 2 jours. Time and Tide qui déjà va bénéficier de toutes les tentatives aberrantes qu'il y avait dans Piège à Hong Kong, on les retrouvera dans Time and Tide, mais cette fois-ci au service d'une véritable ambiance et quelque part d'une véritable intrigue, même si encore une fois personne n'a jamais rien compris à l'intrigue de Time and Tide non plus, mais il y a un fil narratif que l'on suit plus volontiers, et Tsuyark reconnaît que c'est un film qui lui ressemble, c'est-à-dire qu'il aime pas le film, il a dit qu'il aimait pas Time and Tide, mais en même temps à chaque fois qu'il le voit à la télé, il est obligé de dire ça c'est moi en fait. J'étais vraiment ce gars-là quand j'ai fait ce film-là. Et je pense quelque part ce sera presque le dernier des films authentiques de Tsuyark, c'est-à-dire qu'il le représente autant que The Blade ou L'Enfer des Armes. Ont pu le représenter dans les époques précédentes. Par la suite... Je précise juste, avant qu'on ait attaqué dessus, on a dit Double Dragon, en fait c'est Double Team. Hein, Double Team, oui, j'ai dit Double Dragon parce que je j'étais répète en mode... la même bêtise que toi, mais Double Dragon, grand film aussi, un très grand film, super film. Donc là, on arrive à la période, on va dire, là pour le coup, chinoise vraiment du personnage, et dans la nouvelle économie qui se développe, parce que du coup il va y avoir de véritables efforts en Chine de développer une cinématographie de façon à ce qu'ils ne puissent pas dépendre des Américains qui n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir les envahir. Il y a des quotas très très durs qui s'établissent en Chine pour empêcher les Américains d'avancer, mais en même temps eux ils louchent sur un marché de je sais pas combien ils sont à l'heure actuelle, ils ont 1,5 million, 1,5 milliard, je sais plus à combien. Très largement dépassé le milliard. Voilà. Il y a la rigueur, il y a un enjeu économique, mais aussi un enjeu de soft power en fait. Oui. Et Tsuyark, il est quelque part à l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, c'est quand même un représentant du capitalisme et en même temps quelqu'un qui a toujours eu des tentations marxisantes. Et plutôt que de faire un cinéma, on va dire, militant ou propagandiste, lui va plutôt se réfugier en se disant « je suis presque le légataire d'une tradition, en fait. » Le gardien de quelque chose qui a trait à l'imaginaire de mon peuple, on va dire. Et les films de sa fin de carrière sont plus... une tentative de rendre explicite des éléments qu'il a déjà travaillé par le passé. Il avait, par exemple... Il y a eu ce film avec Jet Li qui s'appelait Dr. Y, où on avait un personnage moderne qui s'imaginait être un aventurier à l'ancienne. Cette idée, il va la reprendre dans la bataille de la montagne du Tigre, mais d'une façon plus condensée, c'est-à-dire en nous expliquant en quoi le film qu'on va voir qui se passe dans le passé a un point d'ancrage dans qui on est aujourd'hui en tant que Chinois. Pas seulement Chinois en Chine, mais aussi Chinois dans tous les Chinatowns du monde entier, en fait. Voilà. C'est nous, ça nous représente. Et évidemment, la série des détectives dit qui elle est vraiment dans la littérature chinoise et dans les contes et légendes, etc. Donc, et je pense pas qu'il se serait attendu à devenir ça. C'est-à-dire que quand il débutait avec Histoire de cannibale, en démastiquant tous les genres précédents et en révolutionnant un peu le cinéma de Hong Kong, à devenir en bout de carrière le légataire de la tradition, mais en tout cas c'est là où ça l'a mené. Magnifique. Ouais. Je propose qu'on regarde maintenant Piège à Hong Kong, qu'on replonge dans les glorieuses années 90. Sur l'incontournable, les plus beaux moments de la cinéphilie moderne. Merci beaucoup Rafik, merci à Jules à la technique, évidemment au Club de l'Étoile et au public pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite et puis bon film. Tu
fait un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.